Alors, héritage. Nous avions vu précédemment, dans certains exercices que nous avons mis en œuvre, une des relations entre les classes, qui était la relation d'appartenance, un triangle à 3 points. Donc nous allons avoir dans la classe triangle 3 attributs de type point. Un triangle est caractérisé par ces 3 points. Relation d'appartenance, verbe avoir. Ici, nous allons étudier un nouveau type de relation, la relation d'héritage, qui représente la relation être 1. Alors, être 1, une voiture est un véhicule, un bus est un véhicule, donc les classes voiture et bus vont hériter de la classe véhicule. En fait, on va organiser les classes entre elles de manière hiérarchique. Du plus général, véhicule, au plus spécifique, voiture, bus. Et ceci va nous permettre de factoriser du code. C'est-à-dire que la classe bus et la classe voiture qui héritent de la classe véhicule vont hériter des attributs et des méthodes de la classe véhicule. Imaginons que l'on ait la classe véhicule qui est donc notre classe mère. Alors, je vais juste prendre un outil de crayon. On a la classe véhicule dans notre arbre taxonomique, qui est la classe mère. En dessous, on va avoir la classe voiture, la classe bus. Et par exemple, une troisième classe, bateau. Voiture, bus, bateau héritent de la classe véhicule, puisque voiture, bus, bateau sont des véhicules. Donc on a bien une relation être 1. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, imaginons que dans la classe véhicule, nous ayons des attributs comme le poids, la puissance du moteur. Ce sont bien des attributs génériques. Quand les classes voiture, bus, bateau vont hériter de la classe véhicule, en fait, ils vont hériter de ces attributs-là sans devoir les déclarer. Donc ça veut dire qu'on va écrire une seule fois la déclaration, dans notre cas, des attributs, chaîne de caractères, puissance, chaîne de caractères entier, poids par exemple en kilos. Et on va simplement les déclarer dans la classe véhicule et les sous-classes vont hériter de ces attributs par conséquent. Java ne permet que l'héritage simple. Une classe ne peut hériter que d'une seule classe. Contrairement à d'autres langages comme le C++, qui permet l'héritage multiple, mais ce qui engendre des difficultés supplémentaires et Java a choisi, elle, de mettre en œuvre que l'héritage simple. Alors, faisons d'abord un petit exercice. Donc, on va placer dans un arbre taxonomique, donc c'est-à-dire du plus général au plus spécifique, les concepts suivants. Donc, prenons le premier, humain, footballeur, avançante, sportif, skieur, spécialiste de slalom géant, arrière droit, skieur de fond, judoka. Donc le plus général ici, c'est humain. En dessous, humain, donc footballeur, avançante, sportif, skieur, spécialiste, c'est sportif. Comme sportif, on va avoir quoi? On va avoir skieur. Judoka. Donc on a une relation ici, en fin de compte pour nous, d'héritage. Avançante, c'est un footballeur. Donc avant
centre, c'est un footballeur. Sportif, on l'a fait. Skieur, on l'a fait. Spécialiste du slalom géant, c'est un skieur. On n'avait pas encore mis footballeur. Et avant-centre. Après, on a spécialiste slalom géant, qui est un skieur. Arrière droit, c'est un footballeur. Skieur de fond, donc c'est un skieur. Et voilà, on a, par exemple, si on prend l'analogie avec l'orienté objet, on va avoir un avant-centre qui hérite de footballeur, qui hérite lui-même de sportif, qui hérite de humain. Spécialiste du slalom géant, hérite de skieur, qui hérite de sportif, qui hérite de humain. Donc n'hésitez pas à mettre en pause. On va faire le deuxième petit exercice. Guitare, instrument de musique, trompette, instrument avant, instrument à cordes, violon, saxophone, voix, basse. Donc, le plus général, instrument de musique. Puis on va avoir instrument avant, juste en dessous. Instrument à cordes. Donc on a une relation ici d'héritage. Guitare, instrument à cordes. Trompette, instrument avant. Violon, instrument à cordes. Saxophone, instrument avant. Voix, instrument à cordes. Même si il faudrait vérifier puisque la voix utilise aussi du vent. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou dans les questions quel est le choix que vous avez fait pour voix. Et on a la basse, instrument à cordes. Donc par exemple, la basse hérite de l'instrument à cordes qui elle-même hérite de l'instrument de musique. Donc par exemple, la basse on va aussi retrouver par transitivité les attributs, les propriétés de la classe instrument de musique, puisque instrument à cordes hérite de l'instrument de musique et la basse hérite de l'instrument à cordes. Par transitivité, la basse hérite de l'instrument de musique. Ok. Alors la suite, prenons un exemple un peu plus proche de notre code. Imaginons que nous fassions un jeu avec des personnages, guerriers, voleurs, magiciens, sorciers. Nous réalisons l'analyse et l'on se rend compte que nos différents personnages ont des attributs en commun, sont caractérisés par un nom, une énergie, une durée de vie et ont tous une méthode rencontrée, un comportement où un personnage rencontre un autre personnage. Donc ça, on va créer pour factoriser donc cette partie du code, les attributs, nom, énergie, durée de vie, la méthode rencontrée, on va créer une classe personnage, ce qui est modélisé comme ceci. À droite, là, tout en haut de notre arbre taxonomique, le plus général, classe personnage, qui va donc définir nom, durée de vie et énergie comme attribut, et la méthode rencontrée. Maintenant, on voit que dans la classe voleur, on a une méthode spécifique voler. Un voleur a un comportement qui est de voler. La classe guerrier, elle a une arme, un attribut arme, en attribut spécifique. La classe magicien a une baguette, en attribut spécifique. Et sorcier a en plus
d'une baguette, donc hérite de magicien, un bâton, un attribut bâton. Donc, dans ce cas-là, on voit notre attribut spécifique dans la classe sorcier. Avec les flèches qui sont les relations d'héritage, c'est-à-dire que là, la classe voleur hérite de la classe personnage, la classe magicien hérite de la classe personnage, la classe guerrier hérite de la classe personnage, et la classe sorcier de la classe magicien. Ce que vous voyez, cette modélisation-là que j'entoure, ça se rapproche d'une modélisation qu'on appelle UML. UML, c'est un langage de modélisation. On appelle ça le diagramme de classe, c'est-à-dire les relations entre les classes qu'on utilise dans notre projet. Si l'on regarde, alors, on va revenir au code. Si l'on regarde le code juste en dessous, ici, on a notre classe personnage donc qui va déclarer nos trois attributs nom, énergie, durée de vie, et la méthode rencontrée qui sont les attributs et la méthode générique, implémentée par toutes les classes. Si l'on regarde maintenant la classe guerrier, elle hérite de la classe personnage, mot-clé extends, et a en plus un attribut, donc private, arm. Et on peut voir qu'en fin de compte, en disant que la classe guerrier étant de personnage, quand on va créer un guerrier, il aura aussi l'objet de type guerrier, aura un attribut nom, aura une énergie, une durée de vie et pourra rencontrer un autre personnage. Magicien étant personnage et en plus on définit l'attribut spécifique baguette. Voleur étant personnage, on spécifie la méthode voler. Et sorcier, on respecte notre diagramme UML de classe, étant magicien, et en plus a un attribut spécifique, ballon. Ok. Droit d'accès. Alors là, on va, pour jusqu'à maintenant, les propriétés, c'est-à-dire les attributs et les méthodes, avaient la possibilité, le choix entre deux droits d'accès, public ou privé. Privé, la propriété n'est pas accessible en dehors de la classe. Par exemple, l'attribut ne peut pas être accessible directement si l'attribut est privé en dehors de la classe. Et méthode, par exemple, publique, on pouvait très bien exécuter la méthode sur l'objet. L'objet, point, la méthode. Là, on va ajouter un troisième droit d'accès protégé, mot-clé protected. Regardons nos deux exemples. On a une classe personnage, nom, énergie, durée de vie, une classe guerrier qui étend personnage, et la méthode frapper. Et dans frapper, il doit tester la valeur de l'attribut énergie. Un guerrier a une énergie puisque la classe guerrier hérite notamment de l'attribut énergie. Et donc, pour avoir accès dans la classe fille à énergie sans casser complètement le principe d'encapsulation qui est, nous devons définir les attributs comme privés. On va définir l'attribut. D'ailleurs, vous voyez bien que l'attribut énergie ici, comme il est défini comme étant privé dans personnage, l'attribut énergie, on voit qu'il est souligné en rouge, ce qui veut dire qu'il y a un problème à la compilation. Si l'on regarde le col à droite, énergie dans la classe personnage a comme droit d'accès protected. C'est-à-dire que les classes filles, donc notamment guerrier, auront accès à l'attribut hérité. Et on voit bien que énergie, ici, est accessible. Donc ça évite. On aurait pu, à gauche, là, sur énergie qui est privée, utiliser le getter, par exemple. Créer un getter, un assesseur dans personnage, get énergie. Alors, redéfinition de méthode.
On a dans la classe personnage une méthode rencontrée. Tous les personnages ont un comportement rencontré, qui est par défaut ici en haut, public void rencontré, en passant un paramètre de type personnage. Mais pour la classe guerrier, rencontré ne nous convient pas. Un guerrier, lui, il va frapper. Il a un comportement pour frapper. Alors que le comportement par défaut de la méthode rencontrée, c'était saluer, par exemple. Ce que l'on va faire, en fait, on va redéfinir dans la classe guerrier la méthode rencontrée. En la redéfinissant, quand on exécutera la méthode rencontrée sur un objet de type guerrier, on va utiliser la méthode qui aura été redéfinie. Pas la méthode héritée, mais la méthode qui a été redéfinie. Pour ce faire, il faut que la méthode qui est redéfinie, donc la méthode rencontrée de la classe guerrier, ait exactement la même signature, le même en-tête, public, void, rencontré, paramètre personnage, que celle de sa classe, de la classe mère. Donc la méthode rencontrée pour nous de la classe personnage. Et c'est bien ce qu'il se passe dans les deux cas. Les méthodes ont comme signature public, void, rencontré et personnage comme paramètre. On peut aussi avoir accès à la méthode masquée, c'est-à-dire que ici, si par exemple, regardons en bas, alors, la classe guerrier ici, elle étant bien un personnage, on redéfinit la méthode rencontrée et on fait quelque chose de différent ici, super point rencontré. En fait, ce que l'on fait, on va, au début de la redéfinition de la méthode rencontrée dans la classe guerrier, on va appeler ici super la méthode rencontrée de la classe mère. D'accord? C'est-à-dire que on va exécuter le code rencontré de la classe mère, puis après, on exécute le code suivant de la méthode. Alors, prenons un petit exemple assez simple. Dans un cas, on imagine qu'on fait un logiciel de gestion d'une école. On a identifié dans un premier temps qu'on a besoin de deux classes. Une classe étudiant qui a un nom et un âge, et une classe professeur qui a un nom et une matière qu'il enseigne. Pour ce faire, on voit que dans nos deux types de personnes, on a un nom. Donc, on va créer une classe personne, classe mère, où on va définir un attribut, le nom, que l'on va factoriser donc dans la classe mère, et l'on va définir une méthode, on va appeler très simple, afficher, dans la classe personne, et cette méthode-là sera redéfinie dans les classes filles, c'est-à-dire étudiants et professeurs. Alors, regardons le code. Classe personne. On déclare donc le nom, l'attribut que l'on va factoriser puisque nous, on va gérer des étudiants, des professeurs dans le logiciel de gestion de l'école. Donc là, on factorise ici notre attribut nom. Dans un premier temps, on va le mettre privé. Et on déclare une méthode affichée où ici, on va juste afficher le nom de la classe. Dans étudiant, elle étant personne. Et en plus, on va spécifier un attribut, ici âge, attribut spécifique. Et on redéfinit la méthode affichée. On a notre classe personne ici qui, elle, déclare l'attribut spécifique matière, chaîne de caractères, par exemple littérature, et redéfinit la méthode affichée. Ok. Méthode main,
Donc, dans un premier temps, on va instancier la classe personne et appeler la méthode affichée. Si on n'a pas d'erreur, déjà, c'est un premier test. Voilà. Exécutons déjà ce code. Donc, on affiche bien on exécute bien la méthode affichée. On va créer un étudiant. Et sur l'étudiant, on va exécuter la méthode affichée, la méthode qui a été redéfinie. Exécutons ce code. On a bien exécuté la méthode affichée. On va instancier la classe professeur. OK. Et on exécute. Très bien. Donc, qu'avons-nous vu pour l'instant? Donc, on a bien la classe personne qui définit un nom, déclare un attribut et une méthode. Et on a redéfini les méthodes dans les classes filles. Et on a ajouté les spécificités de la classe en question. N'oubliez pas, on est dans un arbre taxonomique du plus général au plus spécifique. OK. Alors, en termes de dérivation, on pourrait même aller un peu plus loin, c'est-à-dire, alors je mets tac, dans un arbre taxonomique avec des dérivations successives. Là, l'astérix, ça veut dire que les classes A, C et D définissent la méthode F, ou la redéfinissent. Donc, si on exécute la méthode F sur un objet de type A, on va exécuter la méthode F de la classe A. Si on exécute la méthode F sur un objet de classe E, en fait, on va exécuter la méthode F qui aura été définie dans la classe A, puisque par dérivation successive, E va hériter de la méthode F. Si on exécute la méthode F sur un objet de la classe F, on va exécuter la méthode F définie dans la classe C, puisque F hérite de C. Ok, tout simplement. Alors, constructeur et héritage. En fait, imaginons ici, on a un rectangle. On veut créer un rectangle sur un plan. On a besoin comme information un point où l'on va afficher le rectangle. Par exemple, le haut gauche du rectangle va être sur X à 200 pixels, Y 200 pixels. Et a besoin aussi de la largeur et de la hauteur pour après afficher les côtés. Donc, on a besoin de 4 données, X et Y pour le point, abscisse ordonnée, plus les valeurs pour largeur et hauteur. Rectangle étant figure géométrique, et une figure géométrique a une position. Et pour initialiser une position, on a besoin de lui fournir l'abscisse et l'ordonnée, c'est-à-dire X et Y, au constructeur, pour initialiser notre figure géométrique. La règle, quand on a des arbres taxonomiques, avec des relations
d'héritage, l'initialisation des attributs hérités, donc ici pour figure géométrique, doit se faire au niveau des classes où ils sont explicitement définis. C'est-à-dire que là, en fin de compte, pour instancier un rectangle, je dois initialiser donc les valeurs pour le point x et y de position géométrique, et après je dois initialiser largeur et hauteur. Donc j'ai besoin de 4 valeurs que je passe au constructeur. Et la première chose que je fais, x super entre parenthèses x virgule y, j'appelle le constructeur de la classe mère, ici, pour qu'il puisse initialiser le point correspondant à la position du rectangle. Puis après, dans rectangle, on va initialiser hauteur et largeur. Alors reprenons notre petit exemple. Dans personne, je vais créer un constructeur, par exemple. Je vais créer un constructeur et on a besoin d'initialiser ici le nom. OK. Et donc, nom égale n. D'accord. Dans étudiant, ici, je vais créer donc le constructeur étudiant. OK. Qui lui doit prendre 2 valeurs, puisque un étudiant est caractérisé par âge et les attributs qu'il hérite. Donc aussi nom. Donc on doit bien initialiser le nom quand on instancie la classe étudiant, quand on crée un objet, notre variable complexe qui aura 2 champs, c'est-à-dire nom et âge. Donc ici, âge. La première chose, on appelle le constructeur de la classe mère. Donc ici, le constructeur de la classe personne, et on lui passe le nom. Et après, on initialise notre attribut âge. Alors, super. Ah oui, ça en trop, voilà. Et on va faire la même chose pour professeur, c'est-à-dire qu'on va créer notre constructeur qui va prendre 2 paramètres pour initialiser le nom, le paramètre hérité et matière, le paramètre spécifique. On appelle notre première instruction, c'est appeler le constructeur de la classe mère pour initialiser les attributs au niveau où ils ont été déclarés. Donc, nom dans la classe personne. OK, on revient ici. Maintenant, personne, on doit lui donner donc un nom. Victor Hugo. La classe étudiant doit donner un nom et un âge. Philippe Jean, qui a 24 ans. Et dans le professeur, on doit lui donner un nom. Donc Marcel Proust. Et une matière, on va dire littérature. On exécute. OK. Ce que l'on pourrait faire en plus, c'est dans nos méthodes affichées, on pourrait afficher les données, c'est-à-dire les différents attributs nom, matière et âge. Donc allons dans personne. Ici, je vais afficher le nom. Dans étudiant, on va afficher le nom
et l'âge. Et dans professeur, on va afficher le nom. Et non le P. Non, voilà. Et la matière enseignée. Réexécutons tout ça. Ah, il nous met des erreurs. Voilà, ce qui est plutôt normal. Pourquoi? Il nous dit que le nom ici est privé. Donc c'est un attribut qui est hérité et qui est privé. Donc ici dans la classe professeur, je n'ai pas accès à l'attribut nom puisqu'il est défini dans la classe personne et le droit d'accès de l'attribut nom est privé. Donc pour changer ça, on l'a vu juste précédemment, on va utiliser le droit d'accès protected. Et là, vous voyez qu'on n'a plus les erreurs à la compilation. Si on exécute notre code, on affiche bien les différentes informations. Ok, moi ce que j'aimerais par exemple dans professeur, ici, ça serait dans un premier temps d'appeler la méthode affichée de la classe mère. On a vu tout à l'heure, super point le nom de la méthode. Donc on peut appeler ici dans la classe professeur, dans la méthode affichée, la méthode appeler la méthode affichée de la classe mère avant d'exécuter le reste du code de la méthode. C'est-à-dire ici, donc avant afficher classe mère, ok, on va mettre début, ok, et on va finir simplement par fin, juste pour qu'on identifie bien l'appel à la méthode. Et là, on va faire donc super point afficher. Exécutons maintenant le code. Donc début afficher classe mère et on voit bien qu'on a exécuté la méthode affichée de la classe personne. Donc là, on a redéfini la méthode affichée et dans la méthode affichée, on a appelé la méthode affichée de la classe mère, celle qui est redéfinie dans la méthode justement affichée de la classe professeur. Continuons. Alors, si on généralise dans un arbre taxonomique de 3 étages, on a la classe C qui hérite de la classe B, qui hérite de la classe A. On peut voir que dans la classe C, on a 2 attributs. La classe B, on a un attribut. La classe A, on a 2 attributs, A1 et A2. C'est-à-dire que tous les attributs des différentes classes, si j'instancie par exemple la classe C, on doit initialiser les attributs au niveau de la classe où ils ont été déclarés. C'est-à-dire que B1 doit être initialisé par le constructeur de la classe B. A1, A2 doivent être initialisés dans le constructeur de la classe A. Donc, si on instancie notre classe C, mon C est égal à new C. Ici, on doit passer 5 valeurs pour initialiser les 5 attributs au constructeur de la classe C. On exécute le constructeur de la classe C. La première chose qu'il fait, il appelle le constructeur de la classe mère en lui passant 3 des 5 paramètres. On exécute le constructeur de la classe B. On appelle la première instruction appel du constructeur de la classe A en lui passant 2 paramètres, 2 valeurs. On exécute le constructeur de la classe A. Il a reçu 2 valeurs. Avec ces 2 valeurs, on initialise A1 et A2. Puis, on continue l'exécution du constructeur de la classe B, puisque le constructeur de la classe A vient de se terminer. On initialise B1. Puis, on continue l'exécution du constructeur de la classe C, et cette fois-ci, on initialise C1 et C2.
À la fin de l'exécution de ces appels aux différents constructeurs, on aura bien initialisé les 5 attributs au niveau où ils ont été déclarés. Donc, principe de substitution. Alors, ici, c'est une notion sur laquelle s'appuie le polymorphisme que l'on va voir juste après. C'est-à-dire, on a dit que la relation d'héritage est la relation être. Un professeur est un personnage. C'est-à-dire qu'ici, mon objet de type professeur peut très bien être référencé par personne. Un professeur est une personne, pas un personnage. Un professeur est une personne. Puisqu'il y a une relation d'héritage entre professeur et personne. Par conséquent, sur la classe, sur l'objet, l'objet, oui, professeur peut être référencé par une référence de type personne. Regardez ici, je n'ai aucune erreur à la compilation. Si j'exécute le code, on a toujours le code qui fonctionne correctement. Et donc, c'est ça le principe de substitution. Un professeur est une personne. Donc, un professeur, un objet de type professeur peut être référencé par une référence de type personne. On va le voir que cette notion-là aura pas mal d'impact dans ce que l'on va étudier dans quelques temps. Ok. Alors, si on regardons le petit exemple là dans le fichier PDF, donc compatibilité d'un type dérivé en un type de base, on a une compatibilité de type entre professeur et personnage. Un objet d'une classe, en fait, hérite le type de sa classe. C'est-à-dire qu'un objet, maintenant, peut avoir plusieurs types. Un objet de type professeur peut être référencé par une référence de type personne et une référence de type professeur. Ici, je peux très bien avoir une référence de type personne qui référence le professeur. Ok. Et je peux aussi avoir une référence de type professeur qui référence le même objet. Alors, professeur. Oui, là, il faudrait que je fasse un cast. Alors, je ne vais pas vous en parler tout de suite. D'accord. Ça, pour l'instant, on va voir parce qu'il faudrait que je vous parle de cast. Je ne vais pas vous en parler tout de suite pour pas trop alourdir la barque. Alors, regardons maintenant notre petit exemple là. Ici, on peut voir que l'on va déclarer un tableau de taille 3 de type personnage. Hein, on reprend notre exemple personnage, voleur, guerrier, sorcier. Donc, on va déclarer un tableau taille 3 et dans chaque élément du tableau, on va avoir un personnage. Dans le premier, on a un voleur. Dans le deuxième, un guerrier. Dans le troisième, un sorcier. Et ça, on peut le faire puisque voleur, guerrier, sorcier héritent de personnages. Donc, voleur, guerrier, sorcier sont aussi des personnages. Donc, on peut très bien référencer ces objets via des références de type personnage et notamment un tableau de 3 personnages. Et après, on pourrait très bien imaginer parcourir le tableau, boucle itératif, et exécuter sur chaque personnage, c'est-à-dire voleur, guerrier, sorcier, la méthode rencontrée. Alors là, c'est juste une généralisation à plusieurs classes. Hein. Si on a cet arbre taxonomique, on peut très bien dire que, et que l'on a les déclarations là, que vous voyez, c'est-à-dire que A est une référence sur un objet de type A, B une référence sur un objet de type B, on peut très bien, un objet de type B peut être référencé par une référence de type A. Un objet de type C peut être référencé par une référence de type A. F aussi, un objet de type F peut être référencé par un objet de type A, puisque un objet de type F
et aussi un objet de type A, puisque F hérite de A par transitivité. Rien de plus, c'est juste une généralisation. D'accord? Donc là, la substitution, c'est simplement une référence de classe, dans notre cas. Personne peut référencer des objets de tous les types qui composent notre arbre taxonomique, puisque personne est la classe mère. Donc, une référence de type personne peut très bien référencer un objet de type personne, bien évidemment, mais aussi un objet de type étudiant, un objet de type professeur. Ok, donc je vous dis à tout à l'heure.